Bonjour à tous. Bonjour à tous avec mes excuses pour ce retard. Petite erreur d'agenda et j'avais moi rendez-vous avec vous à 10h30 dans mon agenda et apparemment vous sur Facebook vous aviez 10h heure de Paris. Alors avec encore une fois toutes mes excuses pour ce retard au démarrage. Je vais attendre que certains d'entre vous puissent se connecter. Parce qu'évidemment, je vous ai fait attendre. Voilà, je vois que les personnes commencent à se connecter. Bonjour à tous. Et je vous disais avec encore une fois toutes mes excuses pour ce retard au démarrage lié à une petite erreur d'agenda. Donc, j'attends que vous puissiez tous les uns et les autres vous connecter. Je remercie Adrien, mon collaborateur qui se trouve là dans la vidéo et qui me permet de me transmet vos questions et m'indique si vous m'envoyez et vous m'entendez. C'est bon, tout va bien. Alors, toutes mes excuses également, je tiens à vous présenter les excuses de Véronique Trier-Lenoir, députée européenne, qui aurait dû être à mes côtés ce matin et qui a eu un empêchement de dernière minute et qui m'a prévenu hier qu'elle ne pourrait pas être présente, avant-hier, pardon, qu'elle ne pourrait pas être présente ce matin. Elle est médecin également comme moi et on voulait toutes les deux vous parler de la situation sanitaire. Mais j'ai quelques informations à vous donner et je vais pouvoir vous en parler. Alors, comme du coup je vous ai fait attendre, je vais peut-être commencer et éviter de vous faire attendre plus encore. Donc l'objectif ce matin, mais je suis ouverte à toutes vos questions évidemment, c'était de vous parler de la situation. Et ce qui fait l'actualité actuellement, c'est bien la situation sanitaire, ce qui se passe en France. Alors en France, pour vous qui êtes, j'imagine, un peu loin, vous suivez peut-être les informations, vous avez aussi des retours par vos proches, vos familles. Donc une situation qui reste tendue en France, avec un virus qui circule toujours de façon active, de façon intense, des zones géographiques en France où il y a déjà une immunité qui s'est installée. On a des groupes de population parmi lesquels on voit que 20% des personnes ont développé des anticorps. Donc il y a une immunité qui est en train de s'installer, mais pas suffisamment encore pour protéger la population. Alors, la situation des mesures qui ont été prises le 28 novembre dernier. D'abord, on a commencé au 22 octobre avec ce confinement allégé. Puis, au 28 novembre, on a un peu assoupli ce confinement allégé. On l'a allégé encore un peu plus. Mais là, je tiens à dire, toutes les décisions qui ont été prises dès le discours du président de la République pour l'allègement de ce confinement étaient très claires, très précises, avec des dates. Et les dates ont été choisies de façon précise. 28 novembre, 15 décembre, 20 janvier. Pourquoi ces dates? À chaque fois, vous savez, ce virus, partout dans le monde, il est le même. Il nous donne des informations avec certitude à 15 jours. Au-delà de 15 jours, on décide dans l'incertitude. Donc c'est une autre manière de décider. Donc 15 jours, c'est pour ça que nous avons cette période 28 novembre, 15 décembre. Mais au 15 décembre, il a toujours été dit que les décisions, on savait les mesures qui pouvaient être prises en fonction des indicateurs de réussite ou non. Donc certes, il y a une forme de réussite puisque nous avons divisé par 5 le nombre de nouvelles contaminations avec simultanément un taux de positivité des tests qui a baissé. Ça a permis toutes les personnes testées, beaucoup moins se sont révélées positives. Donc l'ensemble des deux éléments nous montre que le virus circule moins, a priori 5 fois moins, mais 5 fois moins, ça n'était pas suffisant puisqu'on était sur une projection de 10 fois moins pour pouvoir passer à une étape d'allègement suivante. Donc maintenant, on se retrouve dans une situation où on est obligé de poursuivre les mesures qui avaient été mises en place le 28 novembre. Et bien pour beaucoup d'entre elles, nous allons les poursuivre. Donc nous allons les poursuivre jusqu'au fait, avec cette fois-ci, le choix qui a été fait de, oui, il faut dire les mots exacts, c'est on a sacrifié le réveillon du Nouvel An. Nous ne sommes pas le seul pays à prendre des mesures aussi douloureuses socialement, parce que c'est l'impact social qui est important. Beaucoup de pays en font la même chose. Chacun avec des nuances, de commerce plus ou moins ouvert, d'heures de couvre-feu, mais
globalement, on restreint tous, à notre manière, partout en Europe, les risques, les possibilités de contact. Moi, j'étais en réunion ces 3 derniers jours avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui vraiment a fait disparaître le virus et qui d'ailleurs n'a pas du tout développé d'immunité collective, ce n'était pas son choix d'aller vers cette forme de protection. Eh bien, en Nouvelle-Zélande, les mesures ont été très dures et les frontières sont toujours fermées. Et les Français en Nouvelle-Zélande qui souhaitent pouvoir revenir en France pour les fêtes voir leur famille peuvent le faire, mais à leur retour vont devoir se soumettre à une obligation très stricte de quatorzaine avant de pouvoir reprendre leur activité normale. Donc, ce qui veut dire, comme nous avons tous un travail, partir, prendre quelques jours de vacances, déjà il y a 24 heures de vol pour aller en France, les jours de vacances en France, puis 24 heures de vol au retour, puis les 14 jours d'isolement, ça fait beaucoup de congés à prendre, tout le monde ne peut pas le prendre. Donc nous avons beaucoup de Français qui sont donc, je ne peux pas dire isolés, mais qui doivent rester en Nouvelle-Zélande et ne pas rentrer pour les fêtes. Donc chaque pays a trouvé ces mesures pour essayer d'obtenir quoi? Que le virus soit le moins agressif, le moins dangereux pour protéger nos populations. Actuellement en France, je voudrais rajouter un point, nous sommes dans une situation où certes donc, nous avons fait diviser par 5 la circulation du virus, mais on arrive maintenant à un plateau. Le risque d'un plateau, c'est que pour notre système de santé, pour nos soignants, nos médecins, nos infirmières, ils se retrouvent jusqu'à présent, on leur demandait de courir un 100 mètres et d'essayer de soigner. Et eux, avec la certitude qu'avec les efforts qui étaient faits dans la population générale, ce 100 mètres, c'était un 100 mètres. Donc au bout d'un moment, les efforts intenses qui leur étaient demandés allaient pouvoir se relâcher. Et là, avec cette situation de plateau, on leur demande de travailler, de courir un 100 mètres, mais sur une distance de marathon. Donc ce n'est pas du tout la même chose, c'est extrêmement éprouvant pour nos personnels de santé. Il faut absolument réussir à casser ce plateau et c'est pour ça qu'on a pris des mesures supplémentaires. Alors, dans ces mesures, certains peuvent se poser la question pourquoi notamment le monde de la culture a été sacrifié. Nous ne sommes pas le seul pays. Nous ne sommes pas le seul pays où les matchs de foot avec du public n'ont pas repris, où les spectacles et les cinémas n'ont pas repris. Pourquoi? Effectivement, dans le lieu même, on pourrait imaginer un stade de foot où on n'aurait qu'un siège sur 2 occupé, qu'un rang sur 2. Seulement, il faut arriver au stade, il faut en sortir du stade. Et là, c'est là qu'à nouveau les gens se rencontrent, se croisent, vont éventuellement d'ailleurs après se réunir entre eux pour boire un verre. Donc tout ceci multiplie les moments où on peut être en contact prolongé. Et le virus n'aime rien de moins que un groupe de personnes bien ensemble, bien rapprochées. Et alors ce qu'il aime le plus, c'est que ce soit dans une pièce bien fermée, bien isolée et par 8 degrés avec beaucoup d'humidité. Alors là, on a tous les ingrédients pour qu'il puisse se développer. Donc, on sait qu'il faut minimiser les possibilités de contact. Voilà ce que je voulais dire sur la situation de circulation du virus et les mesures qui ont été prises en France qui vont donc se poursuivre au moins jusqu'en janvier et après on relâchera petit à petit avec un objectif. Depuis le début, il est le même. Nous ne pouvons pas, en France, compte tenu de notre géographie, des multiplicités d'entrées sur notre territoire au niveau français ou au niveau européen, nous ne pouvons pas envisager d'éradiquer le virus, de le faire disparaître. Ça n'est pas possible. Et depuis toujours, reprenez tous les discours et du président, et du Premier ministre, et du ministre de la Santé. On a toujours dit qu'il faudrait apprendre à vivre avec le virus. En revanche, vivre avec lui, oui, mais qu'il nous tue, non. Ou qu'il nous provoque des complications et des effets secondaires à long terme, non. Donc c'est ce que nous mettons en place, avec d'abord des traitements qui se sont dans le monde entier considérablement améliorés. Et maintenant, la durée de séjour en réanimation est beaucoup plus faible qu'auparavant. On est passé sur une dizaine de jours au lieu de 3 semaines. Donc ça n'a rien à voir. On a beaucoup moins de gens qui sont mis de patients qui sont mis sous respiration artificielle. Donc la prise en charge s'est nettement améliorée. Reste que pour des personnes de plus de 65 ans, vraiment c'est très difficile. Et j'ai à titre personnel un proche qui a perdu son papa, 87 ans, en parfaite santé, qui n'avait aucun problème de santé et qui est parti en 3 jours d'une infection à Covid. Donc vraiment chez les personnes âgées, ça fait des dégâts épouvantables. Dans notre société française, nous n'acceptons pas. Et moi, je partage ce sentiment que de laisser partir nos plus anciens, nos parents, nos proches âgés de cette manière-là. Et je le comprends, c'est une mort en plus très pénible avec beaucoup de souffrance par étouffement. C'est ça la réalité de cette maladie. Voilà, donc ça, ce que je voulais vous dire sur la situation par rapport à la circulation du virus. Maintenant, quelque chose de nouveau se met en place.
qui est la vaccination, la mise à disposition de la vaccination. Donc, dans le monde entier, on le sait, nous avons plusieurs vaccins. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je peux vous parler des choses. Je peux peut-être déjà vous parler de la sécurité de ces vaccins et de leur efficacité. Donc, plusieurs technologies sont mises en place. Je vais parler des 2 premiers qui vont sortir, pardonnez-moi, je vois les messages qui passent, des vaccins dits avec une technologie ARN, acide ribonucléique. C'est un petit messager qui permet de fabriquer dans une cellule des protéines. Et ce petit messager, c'est une technologie qu'on connaît depuis 10 ans, qui est utilisée dans des thérapies, dans le traitement de certains cancers. Introduire dans des cellules un petit morceau d'ADN qui apporte juste le petit bout d'information, qui permet ensuite à la cellule toute seule de fabriquer la protéine dont on a besoin pour soigner, là pour fabriquer des anticorps pour se protéger d'une maladie, on connaît parfaitement cette technique depuis 10 ans. Ce petit bout d'ARN est un petit bout d'ARN qui reste d'ailleurs, vous savez, la cellule, c'est comme un abricot, il y a la chair de l'abricot et il y a le noyau à l'intérieur. Le matériel génétique se trouve dans le noyau. Ce petit morceau d'ARN, qui est un matériel génétique, lui ne rentre pas dans le noyau. Il reste uniquement dans la partie chair de l'abricot, dans la partie ce qu'on appelle le cytosol de la cellule. Il ne rentre pas dans le noyau, il ne vient pas interférer avec le matériel génétique, il ne vient pas modifier le matériel génétique, il ne vient pas modifier notre ADN et ce que nous sommes. C'est très important de le répéter. Donc une technologie connue, mais qui n'avait pas encore été appliquée à la vaccination, mais qui était en préparation. Moderna, dans son catalogue de préparation de recherche, a un certain nombre de vaccins ARN qui sont en préparation. Donc on connaît parfaitement la technologie et on n'avait simplement pas encore eu l'occasion de l'appliquer à la vaccination. Donc la technologie, on la connaît. Ensuite, pour développer un produit de santé, un médicament et là un vaccin, on a toujours 4 étapes qui sont les mêmes pour tous les médicaments, pour tous les produits de santé, et ces vaccins ont le même protocole. On fait des essais d'abord sur quelques dizaines de patients, ça c'est la phase 1, quelques centaines de patients, c'est la phase 2, quelques milliers de patients, c'est la phase 3, et là, c'est ce qui vient d'être fait pour ces vaccins. Ensuite, après ces quelques milliers de patients, le laboratoire publie, transmet toutes ces données, tous ces résultats aux agences de certification. Et je peux vous dire que l'agence, tant américaine d'un côté qu'européenne de l'autre, sont drastiques dans les exigences qu'elles ont pour valider un produit de santé. Et puis ensuite, si l'autorisation est donnée, le produit est commercialisé. Et là, on passe en phase 4, qui est la surveillance du produit. Et là, on est sur des centaines de milliers de patients. Donc, dans cette phase 4, on continue à surveiller. Sachez qu'un médicament, un produit de santé, est surveillé toute sa vie durant. Jamais il ne se relâche et les laboratoires ont toujours des études en cours sur tous les produits. Je suis certaine qu'aujourd'hui, vous avez encore qui traînent quelque part des études sur le Doliprane, qu'on consomme pourtant largement, sur l'ibuprofène, qu'on consomme pourtant largement, des produits très connus, mais on continue à faire des surveillances et des études sur ces produits. On ne lâche jamais un produit de santé pendant toute sa vie. Ces vaccins n'échappent pas à la règle, ils auront la même procédure. Donc, il n'y a eu aucune précipitation, aucune accélération. En revanche, il était d'usage que la partie certification soit, pour l'agence européenne, faite la moyenne, c'est 210 jours, avec des extrêmes. Ça dépend aussi de la technicité du produit, de la quantité de données analysées, de la complexité du sujet. Là, la vaccination, c'est une méthode qu'on connaît bien depuis presque 100 ans maintenant. Donc, on connaît bien le mécanisme d'une vaccination. Donc, ces produits-là, on leur a permis d'avoir une procédure de certification accélérée. Ça veut dire que simplement il y a eu plus de personnes, et d'ailleurs ça a été dit avec un très, enfin je peux pas dire du mot, mais ça a été souligné, oui, les personnes, les experts qui sont à l'Agence européenne du médicament et qui font la certification dorment pas beaucoup en ce moment, ça a été indiqué. Donc ils travaillent beaucoup pour pouvoir accélérer cette procédure de certification. Mais accélérer ne veut pas dire se précipiter, et vous avez pu entendre dire que s'agissant de l'Agence européenne pour les produits Pfizer et Moderna, eh bien, la certification arrivera à son terme probablement fin décembre. Il avait été peut-être envisagé que ce soit mi-décembre. A priori, non. Ils ne grilleront pas d'étapes. Ce n'est pas parce qu'on avait envisagé mi-décembre qu'on va le faire à tout prix, au risque de sacrifier de la sécurité. Non, on ira jusqu'à fin décembre pour aller dans toutes les procédures prévues à fond et qu'il n'y ait aucune hésitation, aucune erreur. Donc,
Ces vaccins répondent aux normes normales de développement, aux normes normales et habituelles de certification et ensuite répondront aux normes habituelles de surveillance. Ça, c'était pour le développement de ces vaccins. Et ça sera la même chose. Et je voudrais d'ailleurs souligner un point qu'on ne souligne pas beaucoup dans la presse en ce moment, qui est que, vous avez dû entendre dire que Sanofi a annoncé que son vaccin, lui, qu'il envisageait de mettre en circulation à l'été 2021, en fait, va être repoussé à décembre. Je trouve cette annonce formidable. Certains critiquent parfois les laboratoires en disant qu'ils ne sont pas transparents. Un laboratoire annonce clairement que les résultats qu'il a sur les personnes âgées ne lui suffisent pas et que donc il va prolonger ses essais pour envisager une mise à disposition seulement en décembre. La transparence y est, l'honnêteté y est. Un laboratoire qui prend la décision de communiquer en toute transparence, alors qu'il sait très bien par ailleurs que des investisseurs pourraient dire écoutez, ce laboratoire, il perd du temps, etc. Moi, je vais lui donner moins d'argent. Je pense que ça ne sera pas le cas parce que Sanofi a les reins solides pour faire face à un retard de développement de son vaccin. Moi, il faut le souligner. Moi, je dis chapeau au laboratoire qui le fait et la preuve que tout est fait en toute sécurité et en toute transparence. Donc, ça, il faut le souligner. Maintenant, la stratégie vaccinale. On voit bien que, je répondais à une interview tout à l'heure, l'obligation vaccinale n'est pas la réponse. L'obligation vaccinale ne peut s'entendre que lorsqu'un vaccin est déjà largement diffusé dans la population. Je pense au vaccin pour les enfants, vaccin diphtérie, tétanos, polio. Une fois que le vaccin est largement diffusé, largement disponible, à ce moment-là, pour ce type de vaccin avec des maladies aussi graves, aussi dangereuses, il s'agit d'enfants, on en vient à une obligation vaccinale qui existe depuis des années. Là, il s'agit d'un vaccin qui n'est pas encore entièrement disponible, qui va être pour certaines parties de la population seulement, notamment les plus âgés, les plus fragiles. L'obligation vaccinale ne peut techniquement pas se mettre en place. Donc, la stratégie répond aux contraintes de diffusion, de mise à disposition de ce vaccin. Il est bien normal que pour le moment, il n'y ait pas d'obligation vaccinale. Moi, je pense que c'est souhaitable et c'est beaucoup mieux ainsi. En revanche, on peut encourager très largement la diffusion, l'intérêt pour ce vaccin. Et donc là, c'est l'exemplarité qui sera donnée, la communication, la transparence, l'explication pour que tout le monde comprenne à quoi sert ce vaccin et comment nous allons l'utiliser. Je ne suis pas inquiète sur le fait qu'une partie de la population française exprime des réserves par rapport à la vaccination. On leur demande de se prononcer sur un vaccin qui n'est pour le moment pas disponible, c'est-à-dire que si demain matin, ils voulaient aller voir leur médecin pour leur dire « vaccinez-moi », on leur dirait « non, il n'y a pas de vaccin, il n'est pas encore disponible ». Donc, tant que le produit n'est pas disponible, je ne suis pas surprise qu'il y ait une certaine réserve. Mais après, nous verrons lorsque le vaccin va être disponible. Puis de toute façon, les personnes qui, probablement comme vous, comme moi, sommes pas en EHPAD, pas parmi les plus âgés, eh bien, ce n'est pas nous qui serons vaccinés en premier et c'est bien normal. On veut d'abord protéger ceux qui prendraient le plus de risques à être malades. Voilà, donc, je voulais vous parler de cette stratégie vaccinale et vous apporter une information importante. Pour ceux d'entre vous qui étaient déjà à l'étranger en 2009, au moment de la grippe H1N1, sans doute vous rappelez-vous que le vaccin, la vaccination avait été mise à disposition dans certains pays. Les autorités françaises avaient envoyé des doses de vaccins dans nos consulats et nos ambassades et dans certains pays, pas dans tous, et avaient permis à des Français de se vacciner. À l'époque, on avait envoyé, de mémoire si mes chiffres sont exacts, à peu près 500 000 doses de vaccins, mais au final, seulement 62 000 personnes s'étaient fait vacciner à l'étranger. À l'époque, ceci avait été rendu possible parce que le vaccin disponible était, même s'il était fabriqué par des laboratoires différents, il était disponible et le même dans le monde entier. Il avait été autorisé, toutes les autorités sanitaires, que ce soit américaines, européennes, chinoises, indiennes, australiennes, avaient certifié, avaient agréé un vaccin qui était le même partout dans le monde, peut-être fabriqué par différents laboratoires, mais c'était le même, la même technologie, le même principe, donc les mêmes données. Donc c'était beaucoup plus facile de le diffuser. Et puis, il n'y avait pas de contrainte de transport. C'est un vaccin qui se transportait à température fraîche, mais pas à température réfrigérée, moins 20 ou moins 80 degrés. Donc les températures de 8-10 degrés, comme beaucoup de vaccins. Donc c'était beaucoup plus facile de le mettre à disposition. Mais je voudrais rappeler qu'un vaccin, là, celui qui nous arrive, on a plusieurs vaccins qui vont être mis sur le marché. Vous savez que les Chinois développent leur technologie.
Les Indiens, j'ai lu un article hier, auront des produits, le vaccin Pfizer produit sur leur sol, mais je sais qu'ils vont se tourner également vers la technologie russe. Dans la circonscription, nous avons aussi la Russie qui a son propre vaccin, et puis le vaccin américain, l'européen, les Européens qui vont venir après. Donc beaucoup de vaccins qui ont, eux, à chaque fois des technologies différentes. Ce n'est pas le même produit. Si les Australiens demain valident le vaccin Pfizer, ça ne veut pas dire que le vaccin chinois aura le droit d'être distribué chez eux. Donc voyez bien que si la France devait décider demain d'envoyer des doses de vaccins dans nos consulats et ambassades, la première contrainte à laquelle nous devrons faire face, c'est est-ce que ce produit validé en Europe sera autorisé dans le pays de destination? Donc première contrainte à vérifier, et là ça sous-entend des discussions avec le pays pour voir si nous serions autorisés à faire venir des doses. Première contrainte. Deuxième contrainte, des contraintes de logistique et de transport. Quand on est sur des transports pour le Pfizer, je vais vous donner 2-3 chiffres très importants. Conservation à moins 70 degrés. Il est conditionné en paquet, qui fait que lorsqu'on déconditionne un groupe de vaccins, je ne sais pas combien il y en a dedans, mais on a 5 jours à température ambiante maximum pour l'utiliser, pas plus de 5 jours. Donc il faut être sûr d'avoir, on n'a pas envie de gaspiller, il faut être sûr une fois qu'on a déconditionné une boîte, je ne sais pas s'il y a 10 doses, 20 doses dedans, je ne sais pas, ça vous dire le conditionnement, mais il faut être sûr dans les 5 jours de pouvoir utiliser ces 5 doses. Et puis à température ambiante, une température ambiante à Moscou au mois de janvier, c'est pas tout à fait une température ambiante à Sydney au mois de janvier, donc il y a aussi des contraintes qu'il faut connaître. Et puis une fois qu'on a vacciné une personne, il faut être sûr que 28 jours plus tard, à 3 jours près, elle pourra recevoir sa deuxième dose. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des contraintes techniques, logistiques importantes à prendre en compte. Autre élément à prendre en compte, le vaccin, c'est un produit de santé, ne peut être distribué, donné, délivré que par un médecin à l'issue d'un interrogatoire qui vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination. C'est extrêmement important. Et donc, il faut bien qu'il y ait un médecin qui le fasse. Un médecin, il le fait sur une prescription. Un médecin, ça veut donc dire qu'on doit envoyer un produit dans un pays et trouver sur place le médecin qui acceptera de le faire. Dans certains pays, je pense à l'Afrique, nous avons des centres médico-sociaux avec des médecins qui peuvent le faire. Nous avons dans d'autres pays des instituts Pasteur qui ont des centres de vaccination qui pourraient peut-être le faire, mais des médecins dits d'ambassade, il n'y en a plus beaucoup. En tout cas, nous, dans notre 11e circonscription, il y a peu de pays qui en bénéficient, donc on doit se reposer sur le médecin local. Donc, là aussi, il y a une contrainte, ce n'est pas un obstacle, mais c'est une contrainte qu'il faut savoir gérer. Enfin, dernier élément, une stratégie de vaccination. Elle répond à la présence et à un risque sanitaire dans un pays donné, dans une géographie donnée. Je prends l'exemple d'autres maladies, la tuberculose. La stratégie de lutte contre la tuberculose qui peut passer par la vaccination n'est pas la même en France, même d'ailleurs dans certaines zones, en région parisienne et dans le reste de la France. N'est peut-être pas la même que ce que nous avons choisi de faire en France, n'est peut-être pas la même stratégie que ce qui a été choisi en Inde peut-être, ou en Australie ou en Chine. Chaque pays définit sa stratégie vaccinale par rapport aux besoins de sa population et à ce qu'il sait de la circulation du virus qu'il veut combattre. Notre stratégie vaccinale en France n'est pas forcément celle qui serait utile à la Nouvelle-Zélande ou à certaines régions de Chine ou à l'Indonésie. Donc, on doit aussi tenir compte de la politique vaccinale, la politique sanitaire qui est mise en place dans le pays où nous sommes. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contraintes qui font qu'avant que la France puisse décider d'envoyer comme ça des doses de vaccins à l'étranger, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Enfin, il y a un dernier point qui est je dis un dernier point, mais en fait c'est un fil, c'est une pelote de laine qu'on tire et qui est presque sans fin. Autre élément à prendre en compte auquel il faut réfléchir, nous avons des pays dans lesquels la vaccination sera interdite aux étrangers. Je n'ai pas eu encore de retour sur notre circonscription, notre 11e circonscription, mais je sais que dans d'autres pays, il m'a déjà été remonté qu'il existe des pays dont on sait que la vaccination sera strictement réservée aux citoyens et pas du tout aux étrangers, même ceux qui résident là depuis fort longtemps. Donc là, il y a une question à se poser. Sur le plan médical, cette décision est tout à fait absurde. Ça, je vous le dis, ça n'a aucun fondement sanitaire, c'est absurde. Je suppose que ce sont des considérations probablement économiques qui font prendre cette décision au pays. En tout cas, sur le plan sanitaire, ça n'a aucun sens. Car le virus, lui, quand il circule, il ne vous demande pas votre passeport. Donc ça n'a aucun sens sur le plan sanitaire. Mais enfin, nous sommes bien obligés d'en tenir compte malgré tout.
Ensuite, nous avons d'autres pays dans lesquels nous pourrions avoir des Français qui se trouvent dans un pays dans lequel la vaccination est accessible aux étrangers, mais à des prix exorbitants, avec une consultation très chère, un vaccin à un prix très très élevé. Et nous le savons, du fait de la crise sanitaire actuelle, des familles ou des Français qui se retrouvent en situation de grande précarité, de grande difficulté. Nous le savons. Et donc là, il y a une réflexion, je peux vous confirmer, j'avais une réunion, si je vous parle de tout ça, c'est que j'ai une réunion hier avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne pour parler précisément du sujet « La vaccination pour les Français à l'étranger ?» point d'interrogation. Donc nous avons posé un certain nombre de problèmes sur la table, ceux que je viens d'évoquer, et donc celui-là également, que faisons-nous pour ceux de nos compatriotes qui se retrouvent dans l'incapacité de se payer le vaccin qui serait pourtant peut-être même obligatoire, ou en tout cas très largement recommandé dans le pays dans lequel ils vivent. Donc là, nous avons également une question à nous poser, voir comment nous pouvons répondre à cela. Et puis nous avons également tous nos agents de l'État français, nos enseignants, enseignants dans nos écoles, dans nos instituts, dans nos alliances françaises, nos agents qui travaillent dans nos postes diplomatiques et consulaires. Quelle offre de vaccination pouvons-nous leur proposer compte tenu de leurs fonctions et du contexte sanitaire dans le pays. Donc, tout cela est posé sur la table, il y a des réflexions qui sont menées pour voir comment y répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, pour ceux d'entre vous qui auriez la chance de pouvoir revenir passer les fêtes à Noël, aucun vaccin ne sera disponible jusqu'au 31 décembre. Et s'il devait être disponible, il serait strictement réservé aux personnes qui habitent en EHPAD, qui résident dans des EHPAD et qui sont parmi les plus âgés et les plus à risque. Donc, c'est probablement pas nous, puisque nous ne serions pas en EHPAD venant passer un séjour en France pour les fêtes. Voilà. Donc, pour le moment, pour Noël, il n'y a pas de réponse, pas de possibilité d'accès au vaccin. À partir de janvier, décembre, janvier, c'est encore une fois les personnes en EHPAD les plus fragiles et les personnels de santé les plus fragiles. Puis on passera à une deuxième phase plus tard qui sera vers février-mars, qui couvre 14 millions de personnes, donc il va falloir avoir le temps. Puis, vous n'oubliez pas, je vous ai dit, 2 doses à 1 mois d'intervalle. Donc, ce qu'on va commencer à faire, le million de personnes qu'on doit commencer à vacciner en EHPAD là, en janvier, fin décembre, début janvier, ça va se prolonger jusqu'au début du mois de février, le temps qu'ils aient leurs 2 doses. Hein, donc, ça va prendre un certain temps. La fournée suivante, si j'ose dire, le wagon suivant, c'est toujours pas nous, puisque c'est toujours les personnes âgées et à risque à domicile, les personnels de santé à risque, on passera, et puis les personnes qui ont un facteur de risque, hein, hypertension, diabète, surpoids, obésité. Donc, toutes ces personnes-là en deuxième. Et puis nous tous, finalement, nous tombons dans le dernier wagon qui tombera au printemps, probablement. Moi, je le pressens, je donne mon avis, ça n'engage que moi. Je ne le vois pas avant le mois de mai, juin. En tout cas, vous pourrez l'envisager pour l'été prochain. Le point important pour nous tous qui habitons à l'étranger, ce que le Quai d'Orsay voudrait proposer au ministère de la Santé, c'est de réfléchir, mais après tout, est-ce qu'il ne serait pas possible que tous les Français qui reviennent en France, lorsque le vaccin sera disponible, bon là je parle de l'été 2021, ce n'est pas tout de suite, hein, pour l'été 2021, tous nos compatriotes, vous tous qui allez peut-être rentrer à l'été prochain en France, serait-il possible de mettre en place un protocole pour rendre la vaccination accessible et gratuitement à ces Français de passage en France à ce moment-là. Donc, ça pose aussi des questions. Il y a aussi leurs proches qui ne sont peut-être pas français, leurs conjoints, leurs enfants. Comment on le met en œuvre alors qu'on n'a pas de carte d'assuré social? Qui faudra-t-il aller voir? Est-ce que ce seront des centres dédiés? Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui sont sur la table. En tout cas, le projet est clairement d'aller vers un accès à une vaccination gratuite pour les Français qui seraient de passage. Mais attention, il faudra être de passage suffisamment longtemps pour avoir les 2 injections. Ça ne peut pas être un passage pour un voyage business d'une semaine ou pour juste voir 15 jours la famille en vacances. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés, mais l'objectif est clair. En gros, comment rendre la vaccination là où elle est fortement recommandée, comment la rendre accessible à tous nos compatriotes, quels qu'ils soient, et puis, lorsque nous revenons en France, comment également la rendre accessible à tous. Voilà les 2 objectifs que l'on se fixe. Mais si on habite dans un pays où la vaccination serait, comme en France, largement accessible et gratuitement à tout le monde, y compris aux étrangers, là, évidemment, il n'y a plus de questions à se poser. La France n'a plus à se poser la question de savoir est-ce que je vais ou non envoyer un vaccin. Alors, maintenant que je vous ai bien parlé de la situation sanitaire et du vaccin, je vais me tourner vers les questions que Adrien m'a transmises. Alors, une question qui me dit, à Dubaï, il faut le test à l'arrivée et le test au retour.
Si le test est positif, on ne peut pas sortir du pays. Très bien, c'est parfait, ils ont raison. Ils viennent vous chercher à votre hôtel et vous emmènent en quarantaine dans une villa. Tous les touristes circulent, il n'y a pas plus de cas qu'ailleurs. Alors, pour ce qui se passe à Dubaï, ce que j'en déduis, c'est une très bonne remarque. D'abord, aujourd'hui, depuis le 7 novembre, la France impose pour tous les pays situés en dehors de l'espace Schengen un test PCR négatif avant de monter dans l'avion qui date de moins de 72 heures. Et lorsque le test n'est pas accessible, il faut présenter des raisons légitimes d'expliquer pourquoi on n'a pas pu faire le test en moins de 72 heures. Alors, et en avoir le résultat, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout de faire le test, il faut aussi en avoir le résultat. Alors, le test sera fait à l'arrivée à Roissy. Les témoignages que j'ai sont un peu discordants. J'ai des témoignages qui me disent que les tests sont très bien faits à l'arrivée, tout le monde passe au test et ça se passe très bien. D'autres tests me disent que non, on ne leur a pas proposé. Donc, à la Commission des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale, nous préparons une visite sur place, probablement courant janvier. Il y a des procédures réglementaires à respecter qui font que nous ne pouvons pas le faire avant les fêtes, mais en janvier, pour aller voir sur place, chez Aéroport de Paris, comment est mise en place cette obligation de test. Pour ceux qui présentent un test PCR, on avait un souci car il n'y a pas de formulaire type de formulaire standard. Donc il y a eu quelques flottements. Il y a hélas déjà, ADP a déjà repéré des pays que je ne nommerai pas pour ne pas les stigmatiser, depuis lesquels clairement il y a un circuit de faux certificats, mais il a été déjoué, identifié. Donc du coup ce sont des personnes qui vont être basculées sur une obligation de test à l'arrivée. Évidemment, comme il était dit là, quand le test est positif, ben c'est vrai pour tout le monde, hein, un test positif, la première chose à faire, on s'isole. Alors en France, c'est chez soi. Là, j'en viens à la deuxième partie de la remarque. En France, l'isolement, chaque fois qu'on aura un test qui va revenir positif, automatiquement, on va remettre un livret à la personne pour lui expliquer ce qu'elle doit faire. Et normalement, on va mettre en place un certain nombre de personnes qui vont être en contact avec cette personne positive et l'encourager à s'isoler de façon très stricte. Nous ne pouvons pas juridiquement en France, la Constitution ne nous le permet pas, de faire un isolement contraint. Si on fait un isolement contraint, par exemple, comme c'est expliqué à Dubaï, dans un hôtel, alors ceci ne peut être fait que sur un protocole assez précis qui n'a pas été voté. Donc de toute façon, on ne peut pas le mettre en place, mais il faudrait une consigne, un ordre du préfet, donc personne par personne, dans le nominatif, hein, ce n'est pas un truc global, et qui soit contrôlé par le juge des libertés derrière. C'est l'obligation française, on ne peut pas atteindre à notre liberté de cette manière-là. Donc l'isolement va être fortement incité à travers des documents écrits qu'on remet à la personne positive et des personnes qui vont nous accompagner, téléphoner, éventuellement d'ailleurs faire des visites à domicile pour s'assurer que tout va bien, qu'on peut s'alimenter, qu'on reçoit des repas, qu'on n'est pas complètement livré à nous-mêmes. Alors, ensuite, je vois qu'au Saint-Louis, 7 cas sur plus de 62 000 habitants, prenez modèle. Alors, oui et non. Pourquoi oui et non? Car je vous ai dit tout à l'heure, il y a une question de météo. Maintenant, on a des indications claires. Le virus, dès qu'on est en milieu chaud, est beaucoup moins prompt à se développer qu'en milieu beaucoup plus froid. Le virus aime se développe particulièrement à part 8 degrés à peu près et en milieu humide. 8 degrés, ça veut dire en plus qu'on vit les fenêtres fermées, ce qui est mon cas en ce moment ici à Paris, on aère moins et du coup si on se réunit à plusieurs dans une pièce qui est mal ventilée, mal aérée et qu'on est proches les uns des autres, eh bien le virus a eu le temps de se développer largement en extérieur parce qu'il fait 8 degrés et en intérieur, il a les conditions idéales pour passer d'une personne à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on le voit bien dans tous les pays. D'ailleurs, on attendait, rappelez-vous, on redoutait une catastrophe sanitaire en Afrique. Ça n'a pas du tout été le cas. Et les pays d'Afrique ont été fortement touchés, l'Afrique du Sud, qui n'a pas du tout les mêmes conditions climatiques. Donc on a bien un facteur climat, température extérieure qui joue sur la propagation du virus. Donc on aura beau mettre beaucoup de mesures en place, c'est pas si simple que cela. Et on verra ce qui se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. Rappelez-vous qu'en Australie, qui avait mis aussi en place des mesures très strictes, eh bien, l'État de Victoria, autour de la ville de Melbourne, a dû refaire, c'était pour eux l'hiver, un confinement très strict qui a duré 4 mois de juillet jusqu'à octobre, un confinement très strict. Donc les modèles finalement sont tous les mêmes partout. On sait que pour éviter la propagation, il faut éviter d'être en contact les uns avec les autres, garder une distance physique. J'ai vu en Grande-Bretagne, ils mettent des petits panneaux dans la rue en recommandant aux gens
conserver une distance de 2 mètres entre les personnes. Voilà. Donc sachez aussi que l'application qu'on a dans nos téléphones mobiles, elle est paramétrée pour que nous soyons considérés comme contact après plus de 5 minutes à moins d'1 mètre d'une personne positive ou à plus de 15 minutes à moins de 2 mètres d'une personne positive. Donc c'est 5 minutes 1 mètre, 15 minutes 2 mètres, avec une progressivité entre les deux. Donc vous voyez, c'est ça. Donc, on pourrait se voir chez soi, mais dans une pièce fréquemment aérée, et il faudrait qu'on soit, si on reste longtemps pour un repas à table, oui, il faut aller sur une distance de plus de 2 mètres idéalement, ce qui, je le conçois, n'est pas quand même très facile à mettre en œuvre. Ensuite, pourquoi parler des vaccins, sachant que l'Agence nationale européenne du médicament n'a pas encore rendu ses conclusions sur l'analyse des études? Je parle des vaccins pour expliquer, je l'ai expliqué, pour la stratégie vaccinale, ce qui se prépare pour les Français qui résident à l'étranger, et pour expliquer, pour ceux d'entre vous, je l'ai expliqué, qui pourraient revenir en France au moment des fêtes, pourquoi ils ne trouveront pas de vaccin et à quel moment ils pourront en trouver. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que c'est important aussi. D'abord, nous avons tous de la famille en France, nous parlons avec nos proches, nous parlons avec nos parents, qui nous parlent même de vaccins, qui peuvent même se poser des questions. Je vais me vacciner, je ne vais pas me vacciner. Et toutes ces questions sont légitimes. Donc je pensais important d'en parler. C'est un sujet extrêmement important. Et il faut pouvoir anticiper, se préparer. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, il est dit après Marie qui dit, c'est notamment la communauté des Français d'origine russe qui vous parle. Nous n'avons rien à voir avec Maghreb. Ben oui, nous sommes ignorés par le consulat, les ambassades depuis 1 an. Nous avons besoin de votre soutien. Séparés depuis 1 an avec leurs grands-parents, nos enfants en souffrent. Ça commence à être grave et à influencer leur santé mentale. Effectivement, il y a une fermeture des frontières, je le confirme. Au sein de l'espace Schengen, la libre circulation est toujours en vigueur, avec des recommandations quand on vient de zones où le virus circule intensément, de s'isoler quand on arrive de ces zones. Mais enfin là, il y a beaucoup de zones où il circule intensément. Je pense à l'Allemagne, l'Autriche, même la Slovaquie. Slovaquie, 5 millions d'habitants, qui avait mis en place un protocole de dépistage massif de toute sa population. Sur 3 jours, ils ont testé 5 millions de personnes. Alors oui, ça leur a permis de trouver un certain nombre de personnes positives, mais que s'est-il passé? Ils ont eu un contre-coup. 3 semaines plus tard, ils ont vu une augmentation des cas de contamination. Et pourquoi? Parce qu'au moment de ce dépistage massif, les positifs, très bien, on les a isolés, mais tous les gens qui se sont retrouvés avec un test PCR négatif se sont dit « Super, je suis négatif, je peux faire ce que je veux ». Et ils ont baissé la garde et ils n'ont pas respecté les gestes barrières et les consignes de distance avec les autres. Et c'est comme ça que 2 à 3 semaines plus tard en Slovaquie, l'épidémie est repartie. Donc pour dire, je reviens aux frontières, l'épidémie actuellement, elle est vraiment presque partout en Europe. Alors, les frontières pour les pays hors de l'Union européenne sont fermées également, à l'exception d'une petite dizaine de pays comme le Japon et Singapour et la Corée notamment, la Thaïlande je crois aussi, pour lesquels les frontières sont effectivement ouvertes. Pour tous les autres pays, l'interdiction de venir en France, en Europe d'ailleurs, c'est pas qu'en France, est de règle, sauf évidemment les citoyens français qui eux peuvent toujours venir sur le sol français comme ils l'entendent. On ne peut pas leur refuser l'entrée sur le sol français. En revanche, je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous demande, dans tous les pays où c'est possible, un test PCR négatif qui date de moins de 72 heures avant le départ. Et si ce test ne vous est pas possible, quelle qu'en soit la raison qu'il faut justifier au départ, vous aurez l'obligation de faire le test à l'aéroport en arrivant en France. Ça, c'est la règle. Et du coup, effectivement, pour les personnes qui ne sont pas de citoyenneté française, la règle est toujours la fermeture des frontières. Ce sont des règles sanitaires. J'entends que ce soit extrêmement dur. Vous savez que j'ai soutenu un certain nombre d'entre vous. J'entends tout à fait les souffrances. Et là, je vois bien que les risques sont trop grands. Et en plus, je veux insister ici. Je sais que vous êtes, vous tous, pénalisés. Et je sais que vous aimeriez qu'il en soit autrement. Mais sachez aussi que nos gouvernants, nos ministres, le Premier ministre et le Président qui prennent les décisions tous ensemble, ce sont des situations qui ont été remontées directement au Président en Conseil de défense. Hein, soyez-en assurés. La décision est claire, c'est que politiquement aujourd'hui, si nous demandons aux Français de rester chez eux avec un couvre-feu très strict et qu'ils apprennent qu'un certain nombre d'étrangers venant de pays où le virus circule intensément, et c'est le cas de la Russie, hein, j'ai vu les chiffres, là aussi la Russie souffre énormément de la circulation de ce virus, malgré les mesures mises en place. Donc si l'opinion publique française apprend qu'on laisse entrer des personnes qui viennent de zones à risque, mais c'est un tollé, et on n'arrivera pas du tout à faire respecter les consignes chez nous. Donc c'est terriblement douloureux, c'est terriblement compliqué,
Il n'y a pas que la France, d'autres pays ont pu prendre d'autres mesures, mais là il y a un moment où on est obligé de prendre des choix et les décisions, il n'y en a pas de bonnes. La décision qu'on prend, elle fait toujours des victimes. Il n'y a pas de décision qui puisse plaire à 100% des personnes concernées, ça n'est pas vrai. Donc oui, c'est un choix très douloureux pour certains d'entre vous, je l'entends, croyez-vous que je sais ce que peut signifier la séparation, à titre personnel, je peux vous dire que je sais ce que c'est, mais voilà, il y a des règles et on ne peut pas faire autrement. Alors, ensuite, l'Australie qui n'a pas de nouveaux cas locaux depuis 7 jours, bravo à l'Australie et pourvu qu'elle continue, mais l'Australie est partie sur un schéma d'éradication, de suppression, on ne veut plus de virus du tout, et pas sur une stratégie d'immunité collective. L'immunité collective, c'est augmenter petit à petit le nombre de malades. En France, en Europe, cette stratégie d'immunité collective devra passer par la vaccination, par l'immunité naturelle. D'abord, c'est trop dangereux pour nos personnes âgées, compliqué à gérer pour nos personnels de santé, et puis ça mettrait beaucoup de temps. Donc ça passe par la vaccination, mais là, l'immunité collective qui nous protège collectivement suffisamment, ça ne peut être envisagé qu'à l'automne 2021, une fois qu'une large proportion de la population aura été vaccinée. Alors, Hugo qui dit « Pourquoi avoir autorisé les usines à Covid que furent les manifestations et nous culpabiliser à présent tous azimuts en disant que nous nous sommes relâchés? Quelle est la cohérence ?» Alors, moi, je ne culpabilise personne et je n'ai jamais dit qu'on s'était relâché. Au contraire, s'il y avait eu du relâchement, on n'aurait pas divisé par 5 les contaminations en France. Donc il n'y a pas eu de relâchement, au contraire. Il y a une vraie adhésion, véritable adhésion aux mesures qui ont été prises et qui ont permis de diviser par 5 la circulation du virus. Ça, c'est certain. Mais la particularité de ce virus fait qu'une toute petite proportion de personnes qui baissent la garde et qui ne respectent pas les consignes, et ça fuse. Je vais vous parler d'usine à Covid, c'est exactement le terme que j'emploie pour parler de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, alors ça va mieux maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi ça va mieux. C'était une usine à Covid. Pourquoi? Parce que le virus y a circulé très intensément vers septembre-octobre, à tel point que nous avions tous l'application tous anti-Covid et qu'un certain nombre de mes collègues, parce qu'ils baissaient la garde, parce qu'ils ne respectaient pas les mesures de distance, les barrières, etc., se sont retrouvés très souvent notifiés cas contact. Cas contact, on doit s'isoler 7 jours. Eh bien, beaucoup trouvaient une fois cas contact, ils se sont isolés. Puis le deuxième fois cas contact à nouveau, ils commencent à trouver ça un peu pénible. Donc déjà, au lieu de 7 jours, on était plutôt sur 3-4 jours d'isolement. Et puis, la troisième fois, on leur dit à nouveau qu'ils sont cas contact. Encore une fois, ils sont cas contact. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les mesures de précaution. C'est leur responsabilité. Et bien là, ils disent « Oh, maintenant, ça suffit ». Ils ont désactivé l'application. Irresponsabilité totale. Et résultat, on s'est retrouvé à l'Assemblée avec des cas, je n'ai pas le nombre de cas, mais en particulier, je pense à une collègue qui s'est retrouvée recontaminée, d'ailleurs c'était pour elle une deuxième contamination, et qui s'est retrouvée en plus ce qu'on appelle un super spreader, c'est-à-dire qu'elle a contaminé beaucoup de monde, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément parce qu'elle avait une forme très virulente de la maladie. Il est possible aussi que ce soit parce qu'elle avait autour d'elle des collègues qui avaient baissé la garde. Donc moi je suis extrêmement prudente. Pour le moment, je touche du bois, je croise les doigts, je n'ai pas été contaminée, mais je suis extrêmement rigoureuse avec les mesures de précaution. Et quand on est précautionneux, ça marche. Donc moi ce que je dis, c'est que l'immense majorité des Français a été tout à fait respectueuse, sinon on n'aurait pas divisé par 5 le nombre de cas, mais un tout petit nombre ne l'a pas été. Et c'est ça qui met tout par terre et qui menace nos personnes âgées et qui fragilise, qui met sous tension notre système de santé. Et le système de santé, je voudrais aussi signaler que tous les systèmes de santé au monde, partout au monde, sont sous tension, connaissent leurs limites et essayent de se protéger. Donc je ne stigmatiserai aucun pays parce que c'est vraiment pas le moment, il faut vraiment raisonner en toute humilité. Nous avons nos propres problèmes, mais tous les pays au monde ont eu des difficultés de gestion par leur système de santé. Même les pays qu'on disait les plus équipés qui soient. Donc on a tous des problèmes de tension sur notre système de santé et on est en plus en train de courir un marathon où il faut qu'en plus on tienne dans la distance, ce qui n'était pas forcément prévu. On avait une première vague au mois de mars-avril, c'était 2 mois, puis les beaux jours sont arrivés et les beaux jours, il faut reconnaître. Là, il y a eu du relâchement beaucoup plus important, mais je vais balayer devant ma porte. Même si le gouvernement a passé des messages en disant mettez vos masques, en rendant le masque obligatoire en extérieur d'ailleurs, dans les transports en commun dès le mois de juillet, c'est en juillet ça. Et ça a été bien respecté franchement, dans les rues de Paris, dans les transports en commun. Allez, de temps en temps, il y a un petit rebelle qui n'aura pas son masque, mais globalement,
franchement, je dirais que 98% des personnes ont un masque sur la figure. Je dirais qu'un petit 5% au doigt mouillé le porte pas très bien. D'ailleurs, je donne un exemple d'un leader de groupe d'opposition à l'Assemblée nationale qui a une voix assez tonitruante et chaque fois qu'il prend la parole, baisse son masque. On lui a hurlé dessus en assemblée pour dire remettez votre masque, remettez votre masque. Ça va mieux, il garde plus facilement son masque maintenant pour parler. Donc il y a quelques personnes qui le portent pas très bien. Donc voilà, alors ce que je pouvais vous dire sur la situation sanitaire. Alors bonjour madame, pourriez-vous, SVP, nous dire quand les parents russes des résidents avec les titres de séjour peuvent venir en France? Là, Tatiana, je peux vous répondre en toute franchise, en toute honnêteté, aucune possibilité de voyage d'étrangers vers la France. Il n'y a aucune date limite pour le moment. Cette décision a été prise le 7 novembre, même avant d'ailleurs. Ce sont les contrôles aux aéroports qui ont été mis en place le 7 novembre. Pardonnez-moi, je corrige. Aucune perspective. Et là, pour le moment, il n'y a aucune perspective pour pouvoir venir en France. Aucune dérogation n'est donnée, absolument aucune, pour les étrangers qui voudraient venir en France. Donc, je ne peux absolument pas répondre à cette question. Ça dépendra de la situation sanitaire chez nous en France et de la situation sanitaire depuis le pays. Ça dépendra aussi des capacités à prouver qu'on est une personne négative, les fameux tests avant départ, en s'assurant que c'est un vrai test. Il y a par exemple une réflexion qui est en train d'être menée pour savoir si on met en place, vous savez, on a, pour ceux d'entre vous qui voyagez, des certificats de vaccination qui permettent d'établir, c'est notamment pour la fièvre jaune quand on voyage en Afrique par exemple, qui permettent de dire quelle vaccination on a reçue. Il y a actuellement, sachez-le, une réflexion au niveau européen mais également au niveau mondial, et nos ambassades sont à fond sur le sujet. Est-ce qu'on met en place un certificat de vaccination, comme il en existe déjà un, ou est-ce qu'on met en place un véritable passeport sanitaire pour pouvoir venir et voyager? Parce que, encore une fois, c'est le vaccin qui va répondre à la question. Et je vous donne un exemple, puisque vous parlez de la Russie. Le vaccin russe est une technologie qui n'est pas le vaccin qui va être parmi les premiers commercialisés en Europe. De plus, nous n'avons pas vu les études scientifiques qui prouvent l'efficacité du vaccin sur le modèle de ce qu'exige et l'Agence européenne et l'Agence américaine du médicament. La question qui va se poser, si vos parents russes sont vaccinés en Russie avec le vaccin russe, seront-ils autorisés à venir en Europe? Ou pour les États-Unis, aux États-Unis, mais ça nous regarde moins. Seront-ils autorisés à venir? Considérons-nous qu'ils sont protégés ou pas? C'est une autre question qui est mise sur la table, qui est au débat. Je n'ai pas la réponse, mais je la pose. Vous voyez que, est-ce qu'on peut accepter que viennent en France ou en Europe considéré comme vacciné quelqu'un qui s'est vacciné avec un produit non validé en Europe? Je ne peux pas vous dire. On le saura plus tard. Il faut encore attendre que nous ayons plus de données. Alors, Daniel qui nous dit depuis la Chine, oui Madame Jeunetès, c'est reparti en Chine, Chengdu. Nous sommes confinés pendant 14 jours car 6 cas positifs ont été découverts dans notre quartier à Pixian. Mais c'est logique, on a fait 2 tests en 36 heures. Bon, voilà, donc on voit que malgré tous les efforts qui sont déployés, et franchement la Chine, on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas fait des efforts pour essayer de se débarrasser de cette saleté, eh bien ils ont à nouveau 6 cas positifs. Ce que je note aussi et ce que je trouve très intéressant, et ce que j'ai fait savoir d'ailleurs autour de moi ici en France, c'est qu'à 6 cas positifs, ils ont confiné, je comprends bien, tout un quartier. Je suis persuadée que c'est une très bonne approche, c'est ce qu'on avait fait nous au tout début à Compiègne. Donc voilà, approche à retenir, mais un confinement que je comprends très très strict sur 14 jours. Donc le 14 jours aussi, à l'OMS il y a une discussion, est-ce que 14 jours c'est pas un peu trop, est-ce qu'on ne peut pas peut-être mettre un peu moins de durée? Mais une approche extrêmement intéressante. Donc on voit que malgré tous les efforts déployés, il y a des résurgences régulièrement. Donc on n'est pas sorti de l'auberge et ce qui nous sortira vraiment et nous permettra de revenir vers une possibilité de voyager pour tous, une possibilité, j'irais presque, de s'embrasser, de se serrer dans les bras, de se serrer la main, ça sera la vaccination. C'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure très longuement. Alors, et là, il faut souligner d'ailleurs le fait que en moins d'1 an, on a mis au point des vaccinations. Je rappelle que ça fait presque 40 ans, 35 ans, 38, qu'on attend toujours le vaccin contre le sida et qu'on ne l'a pas. Alors, Ina, qui dit « Nous enlever notre liberté de circulation qui est le droit pour tout individu de se déplacer librement,
ne serait-ce pas enfreindre notre liberté fondamentale? Il y a des pays en Europe qui n'élèvent pas ce droit et qui respectent les règles sanitaires. Je pense notamment aux pays scandinaves. Merci. Alors, et oui, je vous entends tout à fait d'ailleurs, même au niveau français, on est en train d'imposer, de priver de liberté de circulation l'ensemble de la population française pour une longue période. Là, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme à Chengdu, où on empêche de circuler quelques personnes, un quartier, pendant 14 jours? Ça paraîtrait quand même beaucoup plus logique. Mais sachant que dans ce quartier, je suis juste étonnée, Daniel, parce que dans ce quartier de Chengdu qui a été isolé, on peut imaginer qu'il y ait des personnes qui sont sorties déjà de ce quartier parce qu'ils étaient venus juste y travailler et ils sont peut-être repartis avec le virus ailleurs. Donc est-ce que le confinement de ce seul quartier va suffire à contenir cette petite résurgence? La suite nous le dira. Ça va être assez intéressant à suivre. Donc j'entends que les pays scandinaves aient choisi autre chose, aient choisi une autre approche. Je ne sais pas quoi vous répondre, Nina. Je suis sûre d'une chose. La seule chose dont on est sûr, quand on s'isole et qu'on garde nos 2 mètres de distance, on n'est pas contaminé. Ça, c'est certain. Et laisser venir en France des personnes en plus depuis un pays où ça circule intensément. Je ne parle pas de personnes, évidemment, tous ceux qui viennent actuellement de Singapour, de Corée, du Japon peuvent venir, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus d'histoire de contrôle des frontières parce que dans ces pays-là, il n'y a plus de circulation intense du virus. Je crois que c'est une précaution sage. Si on avait les pays scandinaves pris un par un, ils sont géographiquement plus petits. Ils ont une population moins importante, je pense un par un. Le Danemark toute seule, la Suède toute seule, la Finlande toute seule. Ils n'ont pas des frontières d'une telle distance avec les pays voisins. Donc franchement, c'est difficile de projeter ce qu'eux ont choisi de faire sur ce que nous faisons chez nous. Et puis, probablement, je ne sais pas dire, mais ont-ils peut-être une communauté russe beaucoup plus importante que la nôtre? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on met dans la balance. Et au bout du compte, les décisions que nous prenons, il faut que nous soyons sûrs qu'elles puissent être prises et appliquées. Prendre une décision qui ne peut pas être appliquée, c'est vraiment la pire des choses qui soient. Donc, sans doute que la décision que nous avons prise, c'est une décision que nous pouvons faire appliquer. La preuve, c'est que vous êtes toujours séparés. Croyez bien que je le regrette infiniment et que si on pouvait l'éviter, on le ferait vraiment. Alors, Marc qui dit confinement très strict, recherche très poussée des cas contacts, c'est la politique au Vietnam avec un certain succès. Voilà, Marc Villard qui nous dit ça. Effectivement, le confinement très strict. Alors, encore une fois, je le disais tout à l'heure, la possibilité d'un confinement très strict a été posée sur la table par le président de la République dans son propos le 24 novembre, de mémoire. Ça a été étudié et en fait, juridiquement en France, un confinement très strict où on empêcherait les gens de sortir de chez eux n'est possible que sous la surveillance du juge. Donc, c'est des moyens énormes. Donc, il faut qu'il n'y ait pas trop de personnes en confinement strict. Ensuite, l'autre point, c'est la recherche des cas contacts. Pourquoi cette limite de 5000 nouveaux cas avait été fixée par le président de la République? C'est parce qu'on savait que 5000 nouveaux cas par jour à l'échelle du territoire français, alors on peut commencer à faire un tracing des cas contacts efficace. Au-dessus de 5000, on bascule dans les grandes difficultés et les mailles du filet sont trop larges, il y a des trous dans la raquette, il y a des cas contacts qui nous échappent. C'est pour ça qu'on a mis cette limite de 5000. Elle n'était pas prise au hasard, certains disent d'où sort ces 5000. Non, ils sortent de l'expérience qui montre que si on veut faire, rappelez-vous, quand on a mis en place, parce qu'il existait le contact tracing, notamment par à la fois des gens de la réserve sanitaire et le personnel de la caisse primaire d'assurance maladie, à un moment, il y avait une telle quantité. Tout ça, rappelez-vous, juillet, août, il y avait du contact tracing, juin, juillet, août, et puis on a vu les cas augmenter. Septembre, ils continuaient à faire le contact tracing, et en octobre, ils n'y arrivaient plus. Il y avait trop de cas tous les jours, ils n'y arrivaient plus. Donc 5000, le contact tracing est possible à condition qu'on puisse avoir une circulation moins intense du virus. D'où le fait qu'on continue les mesures de restriction des déplacements et des contacts pour au moins jusqu'au début janvier, de façon à vraiment tasser les données et se retrouver dans une configuration où on peut assurer un isolement efficace et assurer un contact tracing efficace. Alors, pourquoi n'avons pas pris exemple sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui s'en sortent très bien? L'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'abord, l'Australie, n'oublions pas, ils s'en sortent bien, mais à quel prix, hein? Je rappelle que l'État de Victoria autour de Melbourne, 4 mois de confinement, 4 mois. Je peux vous dire tout de suite, 4 mois de confinement en France, c'est inimaginable. On ne
peut pas. On a l'exemple, je parlais hier avec des personnes en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande a été confinée une première fois, en mars-avril, puis le confinement s'est allégé. Et ensuite, à Auckland, qui est la plus grosse zone de population, des contaminations sont réapparues et ils ont reconfiné Auckland, uniquement Auckland, qui est le poumon économique de la Nouvelle-Zélande. Et tous en ont témoigné, ils m'ont dit, le deuxième confinement a été terrible sur le moral, avec des conséquences psychosociales importantes. Nous avons dû ici en France, comme dans beaucoup de pays d'Europe, confiner une deuxième fois, avec, on le sait déjà, des conséquences psychosociales dramatiques. On sait qu'il y a une augmentation très importante des cas de dépression, très importante des cas de suicide. Donc on ne veut surtout pas avoir un troisième confinement. Ça c'est vraiment, là, il faut vraiment se dire qu'on ne veut pas. Il y aura peut-être une troisième vague, ça c'est possible, mais pas, il ne faut pas qu'il y ait de troisième confinement. Pour qu'il n'y en ait pas, il faut qu'on réussisse à maintenir au niveau le plus bas possible la circulation, car le virus circulera toujours, nous devrons vivre avec. C'est certain. Nous aurons encore, au fil des semaines et des mois qui viennent, jusqu'à ce que la vaccination soit largement répandue, nous aurons hélas des personnes contaminées, des personnes malades, des personnes gravement malades, et nous aurons encore, hélas, des décès. C'est certain. Nous ne pouvons pas avoir une stratégie qui fasse zéro circulation. On le voit même en Australie qui avait cette stratégie, ils ont dû confiner à nouveau sur tout l'État de Victoria et pendant une très longue période. Donc on voit que la stratégie zéro virus, elle est extrêmement compliquée à l'échelle d'un pays grand comme la France à mettre en œuvre. D'ailleurs, aucun pays n'a essayé de la mettre en œuvre. On sait qu'au-delà d'une certaine taille critique, on n'y arrive pas. Taïwan y est arrivé, mais attention, Taïwan, une île, et ils ont fermé très précocement leurs frontières. Ils ont eu vraiment le nez creux. Dès le mois de janvier, leurs frontières étaient fermées avec la Chine, totalement. Et ensuite, ils ont fermé toutes les autres frontières. Et vous me parliez, Ina et Tatiana, de la difficulté de venir en France, mais sachez qu'en Nouvelle-Zélande, par exemple, même les Néo-Zélandais, ou les Français qui résident en Nouvelle-Zélande, s'ils sont sortis de Nouvelle-Zélande, c'est extrêmement compliqué pour eux-mêmes de revenir en Nouvelle-Zélande. Il y a des quotas de personnes autorisées à rentrer en Nouvelle-Zélande. Il faut attendre d'avoir l'autorisation parce que leurs quotas sont définis en fonction du nombre de places en quarantaine disponibles à l'hôtel en arrivant en Nouvelle-Zélande. C'est ça la stratégie. Toute personne qui arrive, ils m'ont expliqué ça, néo-zélandaise ou pas, doit se soumettre à 14 jours d'isolement dans un hôtel en Nouvelle-Zélande. Mais il y a un nombre de places limitées dans les hôtels. Donc pour être sûr que cette politique soit parfaitement pilotée, le nombre de vols, de places dans les avions qui atterrissent en Nouvelle-Zélande correspond au nombre de places disponibles dans les hôtels. Bon ben ça, à l'échelle d'un pays comme la France, c'est impossible. C'est impossible, d'autant que nous avons des points d'entrée en France qui sont multiples. Tous les points terrestres, tous les points aériens, tous les points ferroviaires. Et quand je dis pédestre, c'est la voiture, c'est à pied, c'est etc. Par bateau également. On peut très bien aller en bateau d'Italie à la France, d'Espagne à la France, de Grande-Bretagne à la France évidemment. Donc voilà, la multiplicité des points d'entrée fait qu'on ne peut pas s'appliquer à nous cette règle très efficace qui a été mise en place en Nouvelle-Zélande. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de troisième confinement. Troisième vague, oui, parce que on voit bien tous ces virus respiratoires évoluent par vagues. Donc les vagues, oui. Confinement, j'espère que non. Alors, ouverture des malls, fermeture des théâtres, votre point de vue. Bon, alors, moi je l'ai vu la semaine dernière à Paris, je verrai cet après-midi. Je suis très choquée. On a des magasins d'une taille relativement grande, mais je parle de magasins, je ne parle pas d'un centre commercial, qui ont les moyens financiers de mettre en place du personnel qui contrôle les entrées. Je pense à une grande chaîne de distribution de cosmétiques. Et là, du coup, vous avez une file d'attente à l'extérieur. Et à l'extérieur, les gens respectaient la distance de 1 mètre. Et en extérieur, dans un air, par définition en extérieur, le risque de contamination est très faible. Très, très faible. Donc, se promener dans la rue pose peu de problèmes. En revanche, les petits magasins, je pense à des chaînes, je pense à une chaîne de vêtements, ils avaient laissé 2 vendeuses seulement dans le magasin. À elles deux, elles ne pouvaient pas contrôler la jauge. Les pauvres, elles couraient dans tous les sens, elles faisaient tous les efforts qu'elles pouvaient, elles n'y arrivaient pas. Donc là, il y a un vrai problème de responsabilité des magasins qui ne mettent pas à disposition de leurs enseignes le personnel suffisant pour faire respecter les consignes. C'est fortement critiquable.
Ensuite, reste le cas des théâtres, puisque vous me parlez des... Alors, les malls, c'est encore différent, puisqu'on est dans un espace fermé qui donne accès à des magasins. Et là, si les malls n'ont pas les moyens, moi je ne veux pas du tout centre commercial, je n'y suis pas allée. Mais j'ai des collègues qui m'ont rapporté des informations, effectivement, qui confirment ce que vous sous-entendez, qu'effectivement, certains centres commerciaux n'ont pas mis en place le personnel qui permet de contrôler efficacement. Je trouve ça infiniment critiquable. Moi, je sais que j'ai des collègues parlementaires qui, chaque fois qu'ils ou elles se promènent et font cette observation, saisissent le préfet immédiatement pour qu'il y ait un contrôle et sanctions. Enfin, je suis d'accord que là, il y a des trous dans la raquette. Fermeture des théâtres. Alors, pourquoi? Alors, il y a des théâtres qui avaient mis en place, ou des cinémas, des salles de spectacle, qui avaient mis en place, qui ont dans leurs locaux des systèmes de renouvellement d'air équivalents à ce qu'on a dans les avions ou dans les TGV, où on a un renouvellement d'air toutes les 9 minutes, mais on en a d'autres qui n'ont pas ce système-là. Impossible d'ouvrir pour les uns et pas pour les autres. Ça, c'est quand on est dans les lieux même. Mais reste qu'il faut pouvoir se rendre sur le lieu, au théâtre, au cinéma, etc. Et là, en se rendant quelque part, en se déplaçant, on rajoute, déjà qu'on a beaucoup de carrefours où les gens peuvent se croiser en allant simplement faire leurs courses ou leurs achats de Noël ou leurs courses pour manger ou pour aller chez le médecin, pour aller remplacer leurs lunettes cassées. Il y a déjà beaucoup de points de croisement. Si on en rajoute encore avec les spectacles, eh bien, on rajoute les possibilités de contact et de diffusion. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux écueils là. Le fait que c'était très difficile de dire oui à certaines salles, pas à d'autres. Et de toute façon, en les ouvrant toutes, même avec un protocole sanitaire, on se retrouve avec des possibilités de croisement et puis de risque d'augmenter encore le nombre de personnes dans les transports en commun qui augmentait le risque de transmission. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Et pourquoi? Parce que l'un d'entre vous, si c'est même peut-être vous qui le disiez, on n'a pas envie d'aller vers un troisième confinement. Et ce qu'on ne veut pas, on a entendu utiliser cette expression de stop and go. Il n'y a pas de stop and go. On est sur le même protocole de fermeture des salles de spectacle, cinéma, de lieux culturels. Continue, on n'a pas relâché et on espère que cette prolongation permettra de réouvrir définitivement. Le stop and go, ce serait d'ouvrir un peu pour refermer après. Et là, avec les fêtes qui arrivent, où traditionnellement, il y a toujours une augmentation de la fréquentation des lieux culturels au moment des fêtes. C'est un grand classique, ça a toujours été. Donc, on prolonge leur fermeture pour éviter ce pic de fréquentation qui, de fait, 2 à 3 semaines plus tard, se serait traduit par un pic de contamination. Ça, on en était sûr. Donc, c'est pour cela qu'ils sont restés fermés, mais qui sont en revanche extrêmement soutenus financièrement. Alors, ensuite... Alors, le mariage ou le Pacs à distance, avec un des partenaires présents et pas l'autre, ça, c'est non. Ça, c'est un principe de droit extrêmement ancien. Le mariage, l'union, le contrat ne peut se faire qu'en présence de toutes les personnes. D'ailleurs, je vais aller un petit peu plus loin. Un mariage, un Pacs, c'est un contrat entre deux personnes. Un contrat, tous les contrats qu'on fait devant notaire, de vente ou d'achat d'un bien, même si maintenant on accepte qu'il soit fait à distance, je précise que les actes notariés peuvent être signés à distance, c'est autorisé maintenant. La présence ou se faire représenter par un avocat reste la règle absolue. Donc ça, c'est un principe de droit fondamental. Alors, une question qui m'est posée, je veux y répondre. Pourquoi le gouvernement autorise les manifestations? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Ça va être très simple. L'une des premières manifestations qui a eu lieu il y a 3 semaines, le préfet de Paris voulait l'interdire. Et il en a prononcé l'interdiction. Les manifestants ont fait un référé devant le tribunal administratif et le tribunal administratif a levé l'interdiction. Donc, le gouvernement n'autorise pas les manifestations. Le gouvernement, en l'occurrence, là, c'est le préfet qui donne l'autorisation ou pas de manifester. Le préfet a souhaité s'opposer, mais le droit français, et nous sommes dans un état de droit, et ça, tant mieux, nous ne sommes pas en dictature, le tribunal a dit non. Votre interdiction n'est pas valable, ils ne doivent pas avoir le droit de manifester. Donc, voilà la réalité. Donc, on ne peut pas, nous, décréter qu'on interdit une manifestation. La simple urgence sanitaire ne suffit pas. Alors, pourquoi? Parce que la manifestation en elle-même se déroule en extérieur et que les gens qui se rendent aux manifestations se rendent pour beaucoup alors, en voiture. Ils sont dans leur voiture. Il n'y a pas de train de manifestants, on n'en a pas observé en tout cas.
Et puis les manifestations sont délocalisées, c'est dans différentes villes, donc c'est vraiment des manifestations locales auxquelles les gens se rendent localement ou à pied ou en voiture. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu interdire les manifestations. Alors ensuite, je continue. Alors, pourquoi alors ma fille de 6 ans, c'est toujours Ina, n'est pas considérée comme cas contact dans sa classe, alors qu'il y a 2 cas de Covid avérés, mais il en faut 3 cas selon l'éducation nationale. Or, notre pédiatre refuse que notre fille retourne à l'école pour éviter tout risque. Alors, il est certain que si on ne sort pas de chez soi et qu'on rencontre personne, on évite tout risque, Ina. En ce sens, votre pédiatre a raison. En revanche, votre pédiatre vous met en porte-à-faux par rapport à une consigne éducation nationale. Vous savez, il n'y a pas de risque zéro et de certitude. Pourquoi est-ce qu'on a dit 3 cas et on n'est qu'à contact et pas 2 cas? Donc, pour résumer la situation d'Ina, pourquoi dans une classe, il faut 3 enfants positifs pour déclarer la classe, les autres élèves contact? Pourquoi 3 et pas 2 ou pas 4? C'est pas du binaire, c'est pas du noir-blanc. Il faut bien fixer une valeur quelque part. En disant 3, ça ne veut pas dire qu'à 2, il y a 0 risque. Ça veut dire que le risque à 2, quel est-il? Si on décide qu'à 2 cas positifs, toute la classe est cas contact, ça veut dire que beaucoup plus souvent, on va interrompre le rythme classe et priver les enfants d'école, alors que finalement, le risque était très faible. Donc le risque, vous savez, il répond à une courbe qui s'élève, et donc il y a un moment, il faut faire un choix. On préfère, oui, que les enfants soient plus souvent possible en classe avec leur enseignant. C'est plus important que le risque à 2 cas positifs. À 3 cas positifs, en revanche, le risque de dissémination devient tel qu'il menace qu'il y ait plus que 3 cas au bout du compte positifs et menacerait l'école, la classe, pendant beaucoup plus longtemps. Vous voyez, c'est une balance bénéfice-risque. Si vous souhaitez vous préférez retirer votre fille, retirez-la, c'est sûr qu'elle ne prendra pas de risque. Mais elle est toute seule privée d'école contre toute une classe privée de classe. Donc c'est une balance bénéfice-risque, c'est un choix. Il n'y a pas de bon choix, ça ne veut pas dire qu'à 2, il n'y a pas de risque, et qu'à 3, il y a un maximum de risque. Ce n'est pas ça non plus. À 3, c'est un équilibre entre la privation de classe de toute la classe pendant un temps donné, contre la privation de classe pour quelques-uns seulement, quand on n'a que 2 cas malades. Enfin, positifs, parce qu'ils ne sont pas toujours malades. Alors, un système de quotas hors UE ne serait-il pas la solution pour relancer des pans de l'économie? Mais non, parce qu'on sait très bien qu'il suffit de quelques cas positifs pour avoir une source de dissémination. Donc le quota n'a pas de sens. Au plan sanitaire, un quota n'a pas de sens. Au plan économique peut-être, mais pas au plan sanitaire. Donc on ne peut pas aller vers des quotas, ça ne marche pas. Alors, Marie qui dit droit de manifester, droit de casser les vitrines des restaurants. Ah, alors ça je peux vous répondre, Marie. Là vous avez raison. Hein. Droit de manifester, oui. Droit de casser, non, non, non. Mais je vais vous donner des informations, peut-être vous n'avez pas. Parce que tout, si vous voulez, la semaine dernière, on va encore observer cette semaine, enfin, c'est pas possible. Comment c'est possible que des gens viennent dans une manifestation et cassent comme ça? Et la question qui a tout de suite été posée, mais que fait la police? Pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés? J'ai eu la réponse, elle est édifiante. Les personnes qui veulent casser des vitrines, qui viennent casser des vitrines et qui viennent casser aussi du flic, hein, parce qu'il y a ça aussi, ces personnes-là sont parfaitement organisées. Et j'ai pu parler à un journaliste, à une journaliste qui était dans la manifestation de samedi dernier et qui en a été témoin. Donc ce que je vous dis, c'est pas l'homme qui a vu l'homme, hein, c'est du direct. Les personnes organisées viennent par petits groupes dispersés. Ils viennent habillés en civil comme vous et moi. Absolument indiscernables. Une fois dans la manifestation, à un moment, ils ont un signal entre eux, ils changent de tenue pour passer dans des tenues dites black bloc, se réunissent et à toute vitesse cassent, font leur méfait, puis très très vite se redispersent, se remettent en civil, et ce qui fait que sont arrêtés les pauvres manifestants ordinaires qui se trouvaient là au moment où les autres ont cassé. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. En revanche, le renseignement territorial fonctionne à plein régime.
Et là, ce matin, on a appris aux informations qu'un groupe de cette nature a été arrêté, démantelé en Dordogne et en Île-de-France, et il prévoyait une agression par mortier ou par bombe artisanale sur des policiers. Donc vous voyez que le renseignement territorial fonctionne à plein régime pour pouvoir démanteler ces réseaux, parce que ce n'est pas acceptable. Et on en est tous conscients, et la police peut en témoigner aussi. Et d'ailleurs, vous entendrez sûrement ce que je vous ai dit, qui m'a été donc expliqué par une journaliste. Et j'ai entendu un syndicat de policiers dire exactement la même chose cette semaine. Donc vraiment, il y a un vrai souci pour réussir à le prendre, ce qui fait qu'on ne peut agir sur ces personnes-là que par du renseignement très en amont. Et c'est ce qui a été fait ce matin. Alors, bonjour madame, nous dit Serge Desplages. Pourquoi ne dit-on pas que le virus se propage par, ouvrez les guillemets, le comportement des gens? Le sujet n'est pas de rejeter la faute sur le gouvernement, sur les types de commerce. Alors, moi je l'ai dit de la façon suivante, je l'ai dit, la solution, nous l'avons entre nos mains. Parce que ce sont bien nos mains. Le virus, d'ailleurs, il y a très longtemps, je faisais des formations à la santé, et je parlais de la propagation des maladies infectieuses, et j'expliquais qu'un virus ou une bactérie, il n'a pas d'ailes, il n'a pas de jambes pour se déplacer tout seul. Il n'a pas non plus de véhicule pour se déplacer tout seul. Son seul véhicule, ce sont nos mains et notre respiration. Donc oui, moi je l'ai toujours dit, la solution, nous l'avons dans nos mains, ou bien nous décidons d'être vigilants, et donc nous limitons, voire arrêtons la propagation, la transmission du virus d'une personne à l'autre, ou bien nous ne sommes pas responsables, et nous allons poursuivre cette propagation. C'est bien nos mains et notre respiration qui sont les seuls responsables de la propagation du virus. Ce ne sont pas les magasins qui sont responsables, ce ne sont pas les cinémas qui sont responsables, ce sont bien nos comportements dans ces lieux qui sont responsables de la propagation du virus. Vous avez absolument raison. Alors, je vais devoir maintenant vous laisser parce que j'arrive au terme de cette séance, de ce live. Alors, j'ai une dernière question que je vous lis à voix haute, puis j'ai presque plus de voix. Pour laisser passer des couples binationaux, la technologie permet de mettre à disposition des citoyens français un formulaire de demande en ligne, un enregistrement des dates prévues d'arrivée et de départ, un contrôle de la date effective du départ. Et pour atténuer les craintes de l'État sur les flux migratoires, il est facile de mettre un bâton avec une forte amende si la date de départ n'est pas respectée, sauf annulation d'avion. Je peux même vous dire que pour des visas Schengen, je vais même rajouter un élément, Marie. Ça a toujours existé, hein, ça n'a rien à voir. À l'époque où on pouvait délivrer des visas Schengen, donc de tourisme, il y a longtemps, à une autre époque, il y a même des pays dans lesquels la personne, à l'issue de son voyage dans l'espace, en France d'ailleurs, avait l'obligation de venir se présenter au consulat du pays dont elle est originaire pour prouver qu'elle était bien rentrée. Donc vous voyez qu'il y a même des mesures, et ça a toujours existé, hein. C'est pas récemment, ça a toujours existé. Dans les pays dits à fort risque migratoire, ça a toujours existé. Donc oui, alors je ne suis pas dans les détails de l'organisation, de savoir comment tout ça peut être mis en place. D'une manière générale, pour ce sujet des laissez-passer, comme pour plein de situations, un permis de construire, une autorisation, une inscription à l'école ou que sais-je, la France est vraiment championne. De quoi me parlait-on? Oui, d'un formulaire pour des retraités, là. Nous sommes vraiment devenus les champions de la complexité administrative. Alors ça, créer un formulaire et le rendre compliqué, je pense que nous devons être dans le top classement. C'est infiniment regrettable. On a voté une loi il y a quelques semaines de simplification administrative. Mais enfin, des lois comme ça, je pense qu'il en faudra au minimum une par quinquennat sur beaucoup de quinquennats avant qu'on arrive à assouplir nos règles. Il y a un manque de confiance, c'est là, hein, qui est absolument stupéfiant. Et puis un besoin de justifier. J'ai l'exemple des permis de construire. Vous allez avoir un permis de construire déposé, on vous demande un dossier épais comme ça. Et puis, oh non, je vais vous donner un autre exemple. Dans le développement durable et dans l'écologie. C'est une entreprise française qui développe des fermes de panneaux solaires sur des plans d'eau abandonnés, qui sont souvent des plans d'eau liés à des mines qui ne sont plus exploitées. Eh bien, en France, il fait ça dans le monde entier, en France, on lui demandait des dossiers énormes, et quand il avait enfin fini de constituer son dossier, il le transmettait à l'autorité en question, qui mettait tout son temps pour l'instruire,
Et ensuite, il fallait passer à l'étape suivante. Il y avait un autre dossier avec une autre autorité à remplir. Eh bien, la succession de dossiers compliqués, de délais d'instruction faisait qu'au bout de la procédure, le premier dossier qui avait été demandé n'était déjà plus valable. Donc il fallait le recommencer, etc. Et finalement, ce monsieur, il a dit ras-le-bol la France et il exporte. Alors, il fabrique ses panneaux en France, mais il les installe à l'étranger. Donc je trouve ça infiniment regrettable et je l'ai signalé d'ailleurs à mes collègues qui s'occupent plus particulièrement de la réindustrialisation de la France, car voilà une occasion, une opportunité incroyable de perdue, à la fois sur le plan de la réindustrialisation et sur le plan du développement de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Écoutez, j'arrive au terme parce que là j'ai même largement outrepassé mon temps. Vous remerciez tous de votre présence. Vous remerciez d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui regarderont en podcast et en différé, pas en podcast mais en différé cette vidéo. À votre disposition comme toujours pour répondre par email, sachant que là, ces derniers mois, j'ai eu un volume d'emails particulièrement important, vraiment très très important, et qui fait que là, j'ai beaucoup de mal à assurer les 48 heures de réponse. Je vous prie vraiment, je vous présente toutes mes excuses de ne pas pouvoir répondre rapidement, mais voilà, ça m'a été compliqué. Je voudrais remercier chaleureusement mes collaborateurs, Vincent, Stéphanie, Stéphane, Bénédicte, Adrien, présents aujourd'hui, pour leur support extraordinaire et qui vous font, je sais, des réponses formidables. Sachez que j'ai tellement de messages qu'il arrive même parfois qui vous répondent directement pour aller plus vite avant même d'avoir eu le temps de m'informer. Je veux vraiment les remercier. Nous faisons tout notre possible pour vous répondre rapidement. C'est, croyez-moi, un sacré boulot. Surtout que là, comme je ne peux plus voyager, je ne peux plus aller à votre rencontre. Donc tout se passe par email. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un volume d'email très important. Donc je tiens à vous remercier. Je suis vraiment à votre disposition. Vous me verrez, je voudrais aussi repréciser que quand on est parlementaire, on est député pour tous les Français. À l'Assemblée, on travaille pour tout et sur tous les sujets. Je ne peux pas me restreindre uniquement à la 11e circonscription, ce serait parfaitement anticonstitutionnel. Et donc, oui, vous me voyez, parce que je suis aussi porte-parole de mon groupe politique à l'Assemblée, vous me verrez pas mal, plus souvent que d'habitude en tout cas, sur des plateaux de télévision, en radio, dans la presse écrite. Ceci fait partie de mes fonctions, de mon travail, et donc je travaille sur beaucoup de sujets, sur en principe tous, il faut que je sois à peu près au courant de tout, mais aussi sur ces sujets des Français à l'étranger. Je travaille de façon très rapprochée avec Jean-Baptiste Lemoyne. Vous voyez, je vous le disais au tout début, hier vendredi, une réunion très importante pour préparer la vaccination, l'accès à la vaccination de nous tous qui résidons à l'étranger. Donc toujours à votre écoute, toujours très attentive et également pour le moment, hélas, toujours sur Paris. La vie n'est pas désagréable, mais j'aimerais mieux pouvoir déjà rentrer chez moi et aller à votre rencontre. En attendant, rendez-vous au mois de janvier. Je vous souhaite à tous de belles fêtes chaleureuses, agréables, heureuses. Les conditions, les temps ne sont pas faciles, ce sont des fêtes différentes, mais on va y arriver, on va s'en sortir par nos comportements, en changeant de comportement, en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs. À tous, de très belles fêtes de fin d'année et rendez-vous en janvier. Ciao à tous.